Les secrets des Hutt. Ah, les Hutt, à la fois intrigants et en même temps terriblement repoussants, comme absolument tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec eux. Alors vous savez sûrement 2-3 choses à leur sujet, mais aujourd'hui je vous propose une exploration qui va vous faire découvrir tous les secrets qu'ils peuvent cacher, que ce soit en termes de making-of ou bien dans le canon ou dans le Legends, donc accrochez-vous bien car on est parti pour un très long voyage. Avant de réellement commencer, je vous propose qu'on découvre ensemble comment les Hutt ont fini par apparaître dans Star Wars. Alors certes, aujourd'hui, avec les modifications désirées par Lucas dans les rééditions, on peut voir Jabba dans le premier opus sorti en salle en 77. Cependant, ce n'était pas du tout le cas à l'époque, donc je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'origine, c'était juste un homme au look un peu barbare qui s'en prenait à Han Solo. Et oui, je sais, ça a de quoi faire un choc. Mais c'est donc uniquement pour le retour du Jedi que Lucas a dû trouver une nouvelle idée de visuel pour son fameux Jabba le Hutt, ou bien oserais-je le dire, le forestier dans la langue de Molière. D'ailleurs, le terme de Hutt au départ ne désignait pas l'espèce, mais c'était plutôt une sorte de titre que portait Jabba. Après cela, c'est évidemment le légendaire Ralph McQuarrie, à qui l'on doit énormément des designs qui ont fait la célébrité de Star Wars, qui s'est chargé d'étudier plusieurs pistes pour le visuel définitif de Jabba. Et c'est comme ça qu'est venu au monde ceci, un alien humanoïde obèse avec un immense double menton. On sent que l'objectif était sûrement de mettre quelqu'un dans un costume. Cependant, ce design n'a pas été retenu pour le film, même si, comme on en a bien trop souvent l'habitude maintenant, ce design a bien sûr été recyclé, notamment dans la série Star Wars Rebels, pour servir de design à un seigneur du crime nommé Azmorigan. Mais le design avait déjà été réutilisé dans le Legends pour le présentateur de l'équivalent d'une chaîne de télé d'information dans Star Wars. Mais revenons-en à notre design. Il faut aussi tenir compte du fait que Lucas avait décrit Jabba comme étant une sorte de grosse limace, et ce, dès son script final d'Un Nouvel Espoir. L'acteur qu'on a vu tout à l'heure aurait dû initialement être remplacé en post-production, chose qui n'a pas pu être faite car la technologie de l'époque n'était pas encore totalement adaptée. Ah, et aussi, Lucas voulait initialement en faire une créature poilue, comme Chewbacca. Alors si ça c'est pas la preuve que parfois il avait pas que des bonnes idées, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis dans les années qui suivent, que ce soit dans les romans sortis à l'époque ou bien dans les comics Marvel, Jabba a pu prendre des formes diverses et variées, comme notamment cet alien jaune à moustache, ce qui sera évidemment retcon bien plus tard, lorsqu'on nous expliquera qu'il s'agissait simplement du comptable de Jabba, et non pas Jabba lui-même. Ah non, mais le talent des scénaristes pour faire des retcons, ça m'étonnera toujours. Mais revenons-en à notre pré-production du Retour du Jedi, car avec les dessins de McQuarrie en main, George Lucas décide de confier le reste du travail à l'équipe d'animateurs de Phil Tippett pour concevoir quelque chose d'étrange, de grotesque. Voilà ce que doit être Jabba. Et après plusieurs tests, c'est l'équipe de Stuart Freeborn qui, en 3 mois et avec un budget particulièrement conséquent d'un demi-million de dollars de l'époque, soit presque 3 fois plus de nos jours, réalise une incroyable marionnette d'une tonne qui va nécessiter le travail de concert de pas moins de 5 personnes pour lui donner entièrement vie. Voilà donc comment Jabba et à travers lui les Hutt sont apparus visuellement pour la première fois, à travers un design devenu absolument iconique et qui désigne en un seul coup d'œil tout ce que l'on doit savoir les concernant. Ils sont répugnants, repoussants, terrifiants, menaçants, et leur taille gargantuesque évoque également leur cupidité ainsi que leur arrogance. Mais maintenant qu'on a vu les secrets de tournage liés aux Hutt, je vous propose de découvrir tout un tas d'anecdotes concernant leur culture. Après le retour du Jedi, les Hutt sont bien sûr apparus à de nombreuses reprises dans d'autres médiums, que ce soit des jeux ou bien évidemment des livres. Et c'est là que le lore des Hutt a pu être extrêmement développé. L'un qui me vient tout de suite en tête, bien que ma lecture commence à dater, c'est la fameuse trilogie Han Solo, qui sert d'origin story au personnage, et qui a d'ailleurs légèrement inspiré le film, où on peut mettre un premier pied dans le milieu criminel. Et à moins que je ne me trompe, c'est là qu'on peut apprendre que dans le Legends, car ce n'est plus le cas désormais, les Hutt sont des hermaphrodites. Ils peuvent choisir leur sexe plus ou moins à volonté, afin de procréer selon leurs désirs. Bon, maintenant le canon en a donc décidé autrement, mais c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué à l'époque, lorsque j'avais découvert ces romans. De la même manière,
Les Hutt sont l'une des rares espèces de Star Wars à avoir une espérance de vie particulièrement longue, bien plus que les Wookiees, et donc plus proche de celle de Yoda. Un Hutt était considéré comme étant encore un enfant jusqu'à ses 70 années humaines, puis un jeune adulte de 71 à 90, un adulte à part entière de 91 à 650, avant d'atteindre l'âge moyen de 651 à 844, puis d'entrer ensuite dans l'âge vénérable. Jabba avait par exemple pas moins de 600 ans lors de son trépas dans le Retour du Jedi. Au-delà de ça, un autre élément marquant des Hutt, c'est bien sûr leur corpulence, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Il est donc aisé de croire que ceux-ci étaient incapables de se mouvoir. Mais détrompez-vous, car il n'y a rien de plus dangereux qu'un Hutt qui se décide à vous foncer dessus. Alors bien sûr, ceux-ci ne sont pas de grands sportifs, certains sont effectivement incapables de se mouvoir seuls, c'est pour cela qu'ils peuvent disposer de porteurs ou de chariots anti-gravité. Toutefois, leur forme ainsi que leur taille étaient également un symbole de pouvoir entre eux. On disait même que plus un Hutt était énorme, et plus son prestige devait être grand. Concernant leur culture, celle des Hutt est particulièrement riche. Ceux-ci avaient donc un ego surdimensionné, car persuadés d'être des formes d'intelligence supérieure, au milieu du commun des mortels. Faut dire aussi que quand on a une espérance de vie de 10 siècles, vivre au milieu de ceux qui peuvent difficilement atteindre 100 ans, ça a de quoi changer tout un tas de perspectives. Au-delà de ça, si on connaît aussi beaucoup les Hutt, c'est pour leur capacité à s'entourer de tout un tas d'esclaves, car oui, c'est bien là une immense part de leur business ou de leur manière de faire. Cependant, à la différence de l'esclavage que l'on a l'habitude de connaître, les Hutt pratiquent une forme légèrement différente, puisque beaucoup de leurs serviteurs sont plutôt des employés avec un niveau de liberté assez restreint. Les Hutt parvenaient à garder ainsi la mainmise sur leur sujet grâce à un habile mélange de peur et d'affection. Car si on avait légitimement le droit de s'inquiéter de se trouver dans la même pièce qu'un Hutt, se montrer performant dans leur intérêt pouvait également être synonyme d'ascension sociale. Les Hutt s'entouraient donc d'esclaves pour travailler bien sûr, mais aussi pour assurer leur divertissement. Des artistes, des chanteurs, des danseurs, les Hutt se complaisaient dans une forme de luxure qu'on pourrait juger comme assez malsaine. Toutefois, on pourrait également remarquer que parmi leurs serviteurs, on trouve surtout énormément d'humanoïdes, parfois vêtus de façon assez légère. Ce n'est pas tant pour les satisfaire eux, les Hutt, que tous puissent bien comprendre ce que les Hutt pouvaient leur faire. Ils pouvaient ainsi leur prouver l'influence qu'ils pouvaient avoir sur leurs confrères ou consoeurs humanoïdes. La particularité de l'esclavagisme sous les Hutt avait été donc mûrement réfléchie au fil des âges, et ceux-ci en étaient venus à comprendre qu'il leur serait plus profitable de rendre leur main-d'œuvre plus volontaire. Et oui, un esclave qui est contraint n'est pas spécialement motivé dans son travail et peut vouloir se rebeller, alors qu'en assouplissant ce statut, et en leur donnant la capacité à pouvoir grimper au niveau de l'échelle sociale, certains êtres piégés dans des situations de vie complexes pourraient être amenés à faire le choix volontaire d'entrer à leur service avant de se retrouver piégés. C'est là toute la perversité de cette méthode. Et puis si un Hutt peut vous récompenser parce que ce que vous faites lui plaît, n'oubliez jamais que si la situation devait s'inverser, il ne faut pas donner cher de votre peau. Une autre histoire intéressante à ce sujet, c'est celle qui concerne les nombreux porte-flingues des Hutt. Vous aurez en effet pu remarquer qu'on retrouve souvent les mêmes aliens toujours à leur service, des Wicked, des Nikto notamment, mais aussi et surtout des Klatooiniens. Et les concernant, leur éternelle servitude auprès des Hutt révèle une histoire assez intéressante. À une époque particulièrement lointaine, les Hutt ont dû se confronter à l'empire d'un rival pirate, ce qui a provoqué de nombreux affrontements, notamment dans l'espace Cyclata, où on peut retrouver la fameuse planète Klatooine. On dit que les locaux voyaient en les Hutt une certaine forme de divinité. Ils les craignaient tout autant qu'ils les respectaient. Les Klatooiniens étaient donc une espèce particulièrement portée sur les croyances, et ceux-ci vénéraient même un artefact nommé la Fontaine des Anciens. Dès lors, les Hutt ont su identifier cette faille et ont pu leur assurer qu'ils protégeraient toujours leur trésor en échange de leur servitude. Le traité ne pourrait donc être annulé que dans le cas où les Hutt viendraient à manquer à leur devoir. Voilà pourquoi et surtout comment
Les Hutt ont pu se servir de certaines races d'aliens à travers les âges comme chair à canon, tout simplement en manipulant leurs croyances. Maintenant, on pourrait également se demander comment fonctionnent les Hutt entre eux. Comment est régie leur société? Eh bien celle-ci est fondée sur le principe qu'il existe plusieurs clans, chacun contrôlant un ou plusieurs empires criminels, des Khajidik. On dit que plus un Khajidik était puissant, et plus ce clan avait de pouvoir pour décider de la ligne de conduite générale à suivre pour toute la société Hutt. Les membres les plus anciens des différentes familles les plus influentes pouvaient ainsi intégrer le conseil politique des Hutt qui régissait l'ensemble des mondes sous leur emprise depuis leur capitale de Nal-Utta. C'est eux qui représentent aux yeux du grand public les leaders du cartel des Hutt, qu'on associe bien trop souvent à seulement Jabba alors qu'en réalité pas du tout. C'est un syndicat criminel qui n'a d'unité qu'en apparence, car dans les faits, celui-ci est, comme vous l'aurez compris, scindé en plusieurs clans, plusieurs familles, qui luttent tous les uns contre les autres. Et même si cela ne les empêchait pas de se respecter, un Hutt devait malgré tout toujours faire preuve d'une fidélité sans faille à son clan. C'est d'ailleurs ce qui leur permettait de se distinguer. Mais dans un milieu aussi tendu, les escarmouches étaient nombreuses. Cependant, les Hutt étaient suffisamment malins pour se servir de leurs esclaves pour ces bains de sang, qui servaient leurs seuls et uniques intérêts. Concernant leurs lois, ils pouvaient avoir leurs propres tribunaux, qui servaient tout particulièrement dans le cas des décès, puisque la lecture d'un testament et de l'héritage à verser qui pouvait s'ensuivre ne manquait jamais de créer de nombreux débats qui pouvaient vite dégénérer. Il fallait donc chercher à contrôler et à éviter tout problème. D'ailleurs, pendant que j'y pense, vous êtes-vous déjà demandé quel était le nom complet de Jabba? Je ne pense pas, ça serait assez étonnant. Mais dans tous les cas, et le concernant, il se nomme Jabba Desilich Tur. Leur nom était donc divisé en 3 parties. Ils commençaient par l'équivalent de leur prénom, celui qu'ils affichaient même aux yeux des étrangers. Le deuxième équivalait au nom de leur clan. Et concernant le troisième, les versions divergent. Certains pensent qu'il sert à identifier la famille d'appartenance du Hutt, tandis que d'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'une sorte de titre honorifique. Quoi qu'il en soit, il était rare qu'un étranger ne soit au courant des 2 autres noms d'un Hutt, de façon à ce que celui-ci puisse préserver le secret de son clan d'appartenance. C'est pour cela que le commun des mortels se contentait d'utiliser le qualitatif de le Hutt pour désigner les différents membres de cette espèce. Et pour conclure, j'aimerais maintenant aborder tout ce qui concerne la mythologie les concernant, car à l'origine, les Hutt viendraient de la planète Varl. Mais après avoir survécu à la destruction de leur monde natal, ceux-ci en sont venus à croire qu'ils étaient littéralement des êtres divins, et que tous les autres n'étaient que des êtres remplaçables qu'ils pouvaient utiliser comme bon leur semble. Voilà donc tout ce que vous avez besoin de savoir concernant les Hutt, que ce soit du côté de leur secret de tournage ou bien de leur culture. Mais si ça vous a plu, je vous invite à me le signaler dans les commentaires, et qui sait, peut-être qu'on découvrira ensemble une prochaine fois leur histoire extraordinaire et très riche. J'en profite enfin de mon côté pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube ou bien sur Tipeee. Et moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. C'était Absolute, ciao.